Il y a des choses qu'on n'oublie pas, même quand on essaie. Le bruit des bottes martelant le plancher de bois de votre maison à 3 heures du matin. L'odeur d'huile de fusil mêlée à la sueur masculine. La sensation d'une main rugueuse serrant votre bras pendant qu'une autre pousse votre ventre de 8 mois comme s'il était un obstacle sur le chemin. Je m'appelle Victoire Delacroix. J'ai 84 ans et pendant 60 d'entre eux, j'ai gardé un secret qui doit maintenant être révélé. Pas parce que je le veux, mais parce que les mortes ne peuvent pas parler et quelqu'un doit témoigner de ce qui leur est arrivé. Quand les soldats allemands m'ont arraché de chez moi cette nuit de mars 1944, j'étais enceinte de 33 semaines. Mon fils bougeait tellement que je pouvais à peine dormir. Il donnait des coups de pied dans mes côtes comme s'il voulait déjà sortir, comme s'il savait que quelque chose de terrible allait se produire. Je ne le savais pas encore, mais il avait raison. Ce qu'ils m'ont fait avant l'accouchement n'a de nom dans aucune langue que je connaisse. Et ce qu'ils ont fait après était pire. Ils ne m'ont pas emmenée seule. Nous étions 17 femmes cette nuit-là, toutes jeunes, toutes assez belles pour attirer l'attention. 5 étaient enceintes comme moi. Les autres étaient vierges, fiancées, jeunes mères. Nous avons été choisis comme on choisit des fruits sur un marché. Ils sont entrés maison par maison avec des listes contenant nos noms. Cela signifie que quelqu'un de notre propre village nous avait livrés. Quelqu'un que nous connaissions, quelqu'un qui prenait le café dans notre cuisine. Je vivais à Tulle, une ville ouvrière du centre de la France, connue pour ses usines d'armes. Mon père travaillait à la manufacture d'armes. Ma mère cousait des uniformes pour l'armée allemande, sous occupation forcée. Nous avions appris à baisser les yeux quand des soldats passaient, à ne pas répondre quand ils nous parlaient, à faire semblant de ne pas exister. Mais cette nuit-là, faire semblant n'a pas suffi. Henri, mon fiancé, a essayé de me protéger. Il s'est jeté devant le soldat qui me tirait vers la porte. J'ai entendu le bruit de la crosse du fusil frappant sa tête avant de voir le sang. Puis, le silence. Ma mère a crié. Mon père est resté immobile, les mains levées, tremblant. J'ai regardé en arrière une dernière fois avant d'être poussé dans le camion. J'ai vu ma maison. J'ai vu la fenêtre de ma chambre, où le trousseau du bébé était plié sur la commode. J'ai vu toute ma vie disparaître pendant que le moteur du camion engloutissait toute chance de retour. À l'intérieur du camion, nous étions 17 corps serrés. Certaines pleuraient. D'autres étaient en état de choc. Une fille de 16 ans a vomi sur mes pieds. J'ai tenu mon ventre avec mes 2 mains et j'ai prié pour que mon fils ne naisse pas là, dans l'obscurité, parmi des étrangères terrifiées. Nous ne savions pas où nous allions. Nous ne savions pas pourquoi. Nous savions seulement que quand les Allemands emmènent des femmes au milieu de la nuit, elles ne reviennent généralement pas de la même manière. Le trajet a duré des heures. Quand le camion s'est finalement arrêté, j'ai entendu des voix en allemand à l'extérieur. Des ordres brefs, secs. La bâche a été tirée et la lumière des lanternes nous a aveuglés. Nous avons été forcés de descendre. Certaines ont trébuché. J'ai failli tomber, mais une main m'a retenu par le coude. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était de l'efficacité. Ils avaient besoin que nous arrivions intacts. Nous étions dans un camp de travail aux abords de Tulle. Je connaissais cet endroit. Avant la guerre, c'était une ferme. Maintenant, des clôtures de barbelés, des tours de guet, des baraquements en bois pourri. Odeur d'égout et de chair brûlée. Il y avait d'autres femmes là-bas. Françaises, polonaises, une russe. Toutes jeunes. Toutes avec ce regard vide que je ne comprendrai que plus tard. Le regard de celles qui n'attendent plus rien. Si vous m'écoutez maintenant, vous pensez peut-être que c'est juste une autre histoire de guerre. Un autre récit triste qui va se terminer par une leçon réconfortante. Ce ne sera pas le cas. Parce que ce qui s'est passé dans les semaines suivantes n'a aucun réconfort possible. Et si vous pensez avoir déjà entendu des histoires pires, je vous garantis que vous n'avez pas encore entendu la mienne. Nous avons été séparés la première nuit. Les femmes enceintes ont été emmenées dans un baraquement différent. Ils ont dit que nous recevrions des soins spéciaux. Un soulagement a traversé ma poitrine pendant 1 seconde. Seulement 1 seconde. Parce que quand la porte de ce baraquement s'est refermée derrière nous, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de lit, pas de couverture. Il y avait seulement un officier allemand, grand, aux yeux clairs, fumant une cigarette,
nous observant comme on évalue du bétail. Il parlait français, couramment, sans accent. C'était pire, d'une certaine manière. Cela signifiait qu'il comprenait chaque mot que nous disions, chaque supplication, chaque pleur, et qu'il choisissait d'ignorer. Il a marché lentement entre nous 5, s'arrêtant devant chaque ventre, touchant du bout des doigts, comme s'il testait la maturité d'un fruit. Quand il est arrivé devant moi, il s'est arrêté. Il est resté là, immobile, me fixant. Je n'ai pas détourné le regard. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être de la fierté, peut-être du défi, peut-être juste de la peur figée. Il a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de gagner quelque chose. Il m'a désigné et a dit un mot en allemand au soldat à côté de lui. Le soldat m'a tiré par le bras et m'a emmené dehors. Les 4 autres sont restés derrière. J'ai entendu leurs cris commencer avant même de sortir du baraquement. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui leur est arrivé cette nuit-là. Je ne sais pas si elles ont eu un sort pire ou meilleur que le mien. J'ai été emmené dans un autre bâtiment. Plus petit, plus propre. Il y avait un lit. Il y avait des toilettes. Il y avait une fenêtre avec un rideau. Pendant un moment idiot, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, j'allais être épargné, qu'il m'avait choisi pour me protéger, que mon gros ventre, mon bébé vivant à l'intérieur de moi, serait un bouclier suffisant. J'étais jeune, naïve. Je croyais encore que les monstres respectaient des limites. Il est entré dans la chambre 2 heures plus tard. Il a verrouillé la porte derrière lui. Il a enlevé sa veste lentement, la pliant soigneusement sur la chaise. Il a allumé une autre cigarette. Il m'a regardée. J'étais assise sur le lit, les mains sur mon ventre, essayant de me faire plus petite. Il s'est approché. Il s'est assis à côté de moi. Il a posé sa main sur mon visage. Sa paume était chaude. Ses doigts sentaient le tabac et le métal. « Tu es belle », a-t-il dit en français parfait. « Ton bébé va naître ici, sous mes soins. Tu vas me remercier pour ça. » Je ne l'ai pas remercié. Pas cette nuit-là, ni pendant les 27 nuits qui ont suivi. Si vous écoutez cette histoire maintenant, d'où que vous soyez dans le monde, sachez que chaque mot que je dis est réel. Chaque détail, chaque horreur. Et si quelque chose en vous demande d'arrêter d'écouter, je comprends. Mais je n'ai pas pu arrêter de vivre. Alors s'il vous plaît, n'arrêtez pas d'écouter. Laissez votre marque ici, dans les commentaires. Dites-moi d'où vous êtes, pour que je sache que je ne suis plus seule. Pour qu'elles, celles qui n'ont pas survécu, sachent que quelqu'un témoigne encore. Les premières nuits, il m'observait seulement. Il s'asseyait sur une chaise dans le coin de la chambre, fumant, posant des questions. Mon nom, mon âge, combien de temps de grossesse, si c'était un garçon ou une fille. Je répondais à voix basse, craignant que n'importe quel mauvais mot me coûte la vie. Il semblait satisfait. Il disait que j'étais polie, que je comprenais comment les choses fonctionnaient ici. La 5e nuit, il a touché mon ventre, lentement, comme s'il en avait le droit. Il a senti mon fils donner un coup de pied et a ri, un rire court, presque enfantin. Fort, a-t-il dit. Ce sera un battant. J'ai mordu ma lèvre jusqu'au sang pour ne pas crier, pour ne pas repousser cette main, parce que je savais que si je résistais, il ne me ferait pas de mal. Il ferait du mal au bébé. La 10e nuit, il m'a violée pour la première fois, avec précaution, avec lenteur, comme s'il me faisait une faveur, comme si mon énorme ventre n'était qu'un obstacle technique à contourner. Il m'a tourné sur le côté, il m'a tenu par les hanches, et pendant qu'il le faisait, il murmurait à mon oreille que je ne devais pas avoir peur, qu'il n'allait pas faire de mal au bébé, qu'il m'aimait bien. Après, il a dormi dans mon lit. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, sentant mon fils bouger, me demandant s'il pouvait sentir ce qui se passait, s'il savait que sa mère était détruite pendant qu'il grandissait. Les jours se mélangeaient, je ne comptais plus. Je mesurais le temps autrement. Combien de fois il venait la nuit? Combien de fois mon fils donnait des coups de pied après? Combien de fois je pensais à Henri et me demandais s'il était encore vivant, s'il me cherchait, s'il savait que je portais notre enfant dans un enfer qu'il ne pouvait pas imaginer. Le commandant s'appelait Sturmbannführer Klaus Richter. J'ai appris son nom parce qu'il le répétait.
Il voulait que je le dise. Il voulait que je le prononce correctement, avec respect, comme si nous étions amants et non geôliers et prisonnières. Il avait 38 ans. Il était marié. Il avait 3 enfants en Bavière. Il me montrait leurs photos. 2 garçons et une fille, blonds, souriants, habillés en costume traditionnel. Il disait qu'il les aimait, qu'il lui manquait. Puis il se tournait vers moi et faisait ce qu'il faisait. Il n'était pas le seul. D'autres officiers venaient parfois. Pas dans ma chambre, Richter ne permettait pas ça. J'étais sa propriété exclusive. Mais je les entendais dans les autres baraquements. Les cris, les supplications, les silences soudains qui étaient pires que les cris. Une nuit, j'ai entendu une femme hurler en polonais pendant des heures. Au matin, elle ne criait plus. On ne l'a jamais revue. Il y avait une infirmière française dans le camp. Elle s'appelait Margot. 50 ans, peut-être. Maigre, les cheveux gris. Elle avait été forcée de travailler là parce que son mari avait rejoint la résistance. Elle me contrôlait 1 fois par semaine, prenait ma tension, écoutait le cœur du bébé avec un vieux stéthoscope. Elle ne parlait presque jamais. Mais une fois, alors qu'elle posait sa main sur mon ventre, elle a chuchoté. « Ne te bats pas. Survie d'abord, justice après. » Je ne comprenais pas à l'époque. Je pensais que survivre et se battre étaient la même chose. Mais elle savait mieux. Elle avait vu d'autres femmes enceintes avant moi. Elle savait ce qui arrivait à celles qui résistaient. Elles disparaissaient. Ou pire, elles accouchaient et leur bébé disparaissait. Margot essayait de me sauver de la seule façon qu'elle connaissait, en me conseillant de me taire, de baisser la tête, de laisser mon corps être utilisé pour que mon enfant puisse vivre. Mais comment fait-on ça? Comment une mère peut-elle se laisser détruire tout en protégeant ce qui grandit en elle? Chaque nuit, je me divisais en 2. Il y avait la Victoire qui subissait, qui fermait les yeux et imaginait qu'elle était ailleurs. Et il y avait la Victoire qui gardait une main sur son ventre, qui chantait mentalement des berceuses, qui promettait à son fils que tout irait bien, que maman était forte, que maman allait le protéger. Les semaines passaient, mon ventre grossissait, le bébé descendait. Margot me disait que c'était pour bientôt. 1 semaine, peut-être 2. J'avais peur. Peur d'accoucher dans cet endroit. Peur de ce qui arriverait après. Richter me parlait de plus en plus du bébé. Il disait qu'il veillerait à ce qu'il reçoive de bons soins, qu'il serait bien nourri, qu'il aurait une chance. Mais il ne disait jamais « ton bébé ». Il disait « le bébé ». Comme si l'enfant ne m'appartenait déjà plus. Un soir, il est entré avec une bouteille de vin français. Du bon vin, volé dans une cave quelque part. Il a rempli 2 verres et m'en a tendu un. J'ai refusé. Pour le bébé, j'ai dit. Il a ri. Tu es vertueuse même maintenant. C'est ce que j'aime chez toi, Victoire. Tu ne t'es pas encore brisée. Je ne savais pas comment lui dire que je m'étais brisée la première nuit, que ce qu'il voyait n'étaient que les morceaux qui tenaient encore ensemble par habitude. Il a bu les 2 verres. Puis, il s'est assis à côté de moi et a parlé. Vraiment parlé. Il m'a raconté sa vie, son enfance à Munich, ses études de droit. Comment il avait rejoint le parti parce que c'était ce qu'on faisait. Comment il avait grimpé les échelons. Comment il avait appris à ne pas poser de questions, à faire ce qu'on lui disait, à fermer les yeux sur ce qui se passait autour de lui. « Tu penses que je suis un monstre ?» il a dit. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. J'ai gardé le silence. Il a continué. « Peut-être que tu as raison, mais les monstres ne naissent pas, Victoire. Ils sont créés par la guerre, par la peur, par des ordres qu'on ne peut pas refuser. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Il se croyait victime. Il pensait que lui aussi souffrait, que ce qu'il me faisait, ce qu'il faisait aux autres, était quelque chose qu'on lui imposait, pas un choix, une obligation. J'ai senti une rage monter en moi, une rage froide, dangereuse. J'ai ouvert la bouche, j'ai failli parler, failli lui dire tout ce que je pensais, mais je me suis souvenu des mots de Margot. Survie d'abord. Alors j'ai fermé les yeux, j'ai baissé la tête, et j'ai laissé le silence parler pour moi. Cette nuit-là, il ne m'a pas touché.
Il est resté assis dans sa chaise, endormi, la bouteille vide à ses pieds. Moi, j'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait. Une pluie fine, froide, de fin mars. J'ai imaginé que cette pluie l'avait tout. Le camp, la guerre, les mains qui m'avaient touché. Mais le matin est venu et rien n'avait changé. 3 jours plus tard, les contractions ont commencé. Pas fort au début. Juste une tension dans le bas du ventre. Ça allait et venait. J'ai essayé de ne rien dire, mais Richter a remarqué. Il remarquait tout. Il a appelé Margot immédiatement. Elle m'a examiné en silence, puis elle a dit « C'est commencé, mais ça peut prendre des heures, peut-être toute la nuit. » Richter est devenu nerveux. Je l'avais rarement vu ainsi. Il marchait de long en large, fumait cigarette sur cigarette. Il a ordonné qu'on me transfère dans une pièce plus équipée. Une ancienne salle qui servait autrefois d'entrepôt, maintenant transformée en quelque chose ressemblant vaguement à une salle d'accouchement. Il y avait une table métallique, des draps blancs, tachés mais propres, des instruments chirurgicaux alignés sur un plateau rouillé. Margot est restée avec moi. Elle me tenait la main entre les contractions, me disait de respirer, de ne pas pousser encore, d'attendre. Les heures passaient. La douleur augmentait. Ce n'était plus des vagues, c'était un océan qui m'écrasait de l'intérieur. Je transpirais, je tremblais. Mon corps faisait ce pourquoi il avait été conçu, mais dans le pire endroit possible. Richter entrait et sortait. Il voulait être là, mais il ne supportait pas de me voir souffrir. Ou peut-être qu'il ne supportait pas de voir que je souffrais à cause de lui, qu'il avait contribué à cette situation, qu'il m'avait gardé ici au lieu de me laisser partir. Vers minuit, les contractions sont devenues insoutenables. Margot a vérifié. « Il est temps », elle a dit. Elle m'a regardé dans les yeux. « Tu es forte, Victoire. Tu peux le faire. Pense à lui. Seulement à lui. » J'ai poussé, j'ai crié, j'ai senti mon corps se déchirer. J'ai pensé que j'allais mourir. J'ai même espéré mourir, pendant un instant, juste pour que la douleur s'arrête. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose. Un cri. Petit, aigu, furieux. Mon fils. Margot l'a soulevé. Elle l'a enveloppé dans une couverture grise. Elle me l'a tendu. Je l'ai pris contre moi, et tout a disparu. Le camp, la guerre, Richter, tout. Il n'y avait que ce petit visage rouge, ses yeux fermés, ses poings serrés. Il était vivant, il était là, et il était à moi. « C'est un garçon », Margot a murmuré, « en bonne santé. » J'ai pleuré. Pas de soulagement, pas de joie, juste d'épuisement total. J'avais survécu, il avait survécu. Pour le moment, c'était suffisant. Richter est entré, il s'est approché, il a regardé le bébé. Son visage a changé. Quelque chose s'est adouci. Il a tendu la main et a touché la joue de mon fils avec un doigt. « Il est beau », il a dit doucement. « Comment vas-tu l'appeler » Je l'ai regardé. J'ai pensé à Henri. J'ai pensé à la vie que nous devions avoir. J'ai pensé au nom que nous avions choisi ensemble, assis dans notre cuisine, des mois avant que tout s'effondre. « Théo », j'ai dit. « Il s'appelle Théo. » Richter a hoché la tête. « Théo, un bon nom. » Il est resté là un moment, nous regardant. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je vais faire en sorte que rien ne lui arrive. Tu as ma parole ?» Je ne savais pas si je devais le croire, mais à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Les premières semaines avec Théo ont été étranges. J'étais mère dans un camp de travail. Je l'allaitais dans une chambre verrouillée. Je changeais ses couches avec des chiffons récupérés. Je chantais pour lui à voix basse, pendant que des femmes hurlaient dans les baraquements voisins. Margot venait tous les jours vérifier qu'il allait bien. Elle m'apportait de l'eau bouillie, un peu de lait en poudre quand elle en trouvait. Elle ne souriait jamais, mais je voyais dans ses yeux qu'elle faisait ce qu'elle pouvait. Richter venait aussi, plus souvent qu'avant. Mais il ne me touchait plus. Pas pendant les premières semaines. Il restait à distance. Il regardait Théo dormir. Il me posait des questions. Est-ce qu'il mangeait bien? Est-ce qu'il pleurait beaucoup? Est-ce que j'avais besoin de quelque chose? C'était perturbant, comme s'il essayait de jouer un rôle, comme s'il voulait être quelqu'un qu'il n'était pas, un protecteur,
un père presque. Mais je savais ce qu'il était. Je savais ce qu'il avait fait. Et je savais que cette gentillesse n'était qu'une autre forme de contrôle. Un soir, il a amené quelque chose. Une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des vêtements pour bébé. Propres, doux, probablement volés dans une maison française quelque part. Il me les a tendus avec un sourire presque timide. « Pour Théo », il a dit. J'ai pris la boîte. J'ai murmuré « merci ». Parce que refuser aurait été dangereux. Mais à l'intérieur, je me détestais. Je détestais devoir être reconnaissante envers l'homme qui m'avait violée, qui continuait à me garder prisonnière, qui décidait de tout dans ma vie. Mais Théo grandissait, chaque jour un peu plus fort, un peu plus vivant, et tant qu'il était en sécurité, je pouvais supporter le reste. Puis, un matin, Margot est entrée avec un visage que je n'avais jamais vu. Blanc, tendu, effrayé. Elle a fermé la porte derrière elle et a chuchoté. Les Alliés avancent. Ils ont libéré des villes au nord. Les Allemands se préparent à évacuer. Mon cœur a bondi. Libération. Le mot que je n'osais même plus penser. Mais Margot ne souriait pas. Victoire. Écoute-moi bien. Quand ils évacuent un camp, ils ne laisseront pas de témoins. Tu comprends ce que ça veut dire? Je comprenais. Ça voulait dire que nous allions toutes mourir, ou être déportées ailleurs. Quelque part pire. Tu dois partir, Margot a dit. Maintenant, avant qu'il soit trop tard. Comment? Je suis enfermée. Il y a des gardes partout. Elle a sorti une clé de sa poche. Petite, rouillée. Ça ouvre la porte de derrière. Celle qui donne sur les bois. Il y a un trou dans la clôture, à 50 mètres à l'est. Je l'ai fait moi-même. Tu prends Théo, tu cours, tu ne t'arrêtes pas. Et toi? Je reste, je couvre ta fuite. Je dirai que tu t'es échappé pendant que je changeais les draps, que je n'ai rien vu. Ils vont te tuer. Elle a souri, pour la première fois depuis que je la connaissais. Un sourire triste, mais réel. Victoire, je suis vieille. Je n'ai plus rien à perdre. Mais toi et ce petit, vous avez toute une vie devant vous. Alors prends cette clé et pars. Ce soir. Minuit. Richter sera en réunion avec les autres officiers. Tu auras 1 heure, peut-être 2. Elle a posé la clé dans ma main, puis elle est partie. J'ai regardé cette clé toute la journée. Je l'ai serrée si fort qu'elle a laissé une marque dans ma paume. Je savais que c'était ma seule chance. Mais j'avais peur. Peur de l'obscurité, peur des bois, peur de ce qui m'attendait dehors. Et surtout, peur de ce qui arriverait à Théo si je me faisais prendre. Mais rester, c'était mourir de toute façon. Alors j'ai décidé. À minuit, j'ai enveloppé Théo dans toutes les couvertures que j'avais. Je l'ai attaché contre ma poitrine avec un châle. Il dormait, Dieu merci. Je suis allée vers la porte de derrière. J'ai inséré la clé. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. La serrure a cliqué. La porte s'est ouverte. L'air froid m'a frappé au visage. Ça sentait la terre mouillée, les pins, la liberté. J'ai regardé derrière moi une dernière fois. Puis, j'ai couru. Je ne savais pas où j'allais. Je suivais juste l'est, comme Margot avait dit. Mes pieds s'enfonçaient dans la boue. Les branches me griffaient le visage. Théo a commencé à pleurer. J'ai plaqué ma main sur sa bouche, doucement, juste pour étouffer le son. Chut, mon ange, chut, maman est là. J'ai trouvé le trou dans la clôture. Petit, à peine assez grand. Je me suis glissée de côté, protégeant Théo avec mes bras. Les barbelés ont déchiré ma robe, ma peau. Mais je suis passée. Puis j'ai couru. J'ai couru comme je n'avais jamais couru. À travers les bois, à travers la nuit. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste qu'il fallait m'éloigner. Mettre le plus de distance possible entre moi et cet enfer. Au bout d'1 heure, peut-être 2, je suis tombée. L'épuisement m'a terrassée. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis effondrée contre un arbre, haletante, tremblante. Théo pleurait maintenant. Fort. Il avait faim. Il avait froid. Moi aussi. J'ai essayé de l'allaiter. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir. Mais il a pris le sein. Il a bu. Et pendant ce moment, là,
dans le noir. Au milieu de nulle part, j'ai senti quelque chose que je n'avais plus senti depuis des mois. L'espoir. Nous allions survivre. Nous devions survivre. Mais alors j'ai entendu des voix, loin, puis plus proches. Des lampes torches balayant les arbres, des chiens aboyant. Ils me cherchaient. J'ai serré Théo contre moi et je me suis enfoncé plus profondément dans les bois. Je n'avais plus de force. Mes jambes tremblaient. Mes poumons brûlaient. Mais j'ai continué. Parce que m'arrêter, c'était nous condamner tous les deux. Les voix se rapprochaient. Les chiens aussi. Je pouvais entendre leurs grognements, leurs pattes martelant le sol. Richter était avec eux. Je reconnaissais sa voix. Il criait mon nom. « Victoire, reviens! Tu ne survivras pas dehors! Pense au bébé! » Penser au bébé, c'était exactement ce que je faisais. Et c'était pour ça que je ne reviendrai jamais. J'ai trouvé une rivière. Petite, glacée, mais elle coulait vite. Je me suis souvenu de quelque chose que mon père m'avait dit quand j'étais enfant. Les chiens perdent la trace dans l'eau. Je suis entré. L'eau m'est montée jusqu'aux genoux. Froide. Si froide que mes os semblaient se figer. Théo a hurlé. Je l'ai remonté plus haut contre moi, essayant de le garder au sec. Puis j'ai marché. J'ai marché dans cette rivière pendant ce qui m'a semblé être des heures. Les aboiements ont diminué. Puis se sont arrêtés. Ils avaient perdu ma piste. Je suis sorti de l'eau à un endroit où les arbres étaient moins plus denses. J'ai trouvé un tronc creux. Je me suis glissé à l'intérieur avec Théo. Nous étions trempés, gelés, mais cachés. J'ai attendu. Toute la nuit, j'ai écouté les bruits de la forêt. Chaque craquement de branches me faisait sursauter. Chaque cri d'oiseau ressemblait à un signal. Mais personne n'est venu. Au lever du soleil, je suis ressorti. Mes vêtements étaient encore humides. Théo était pâle, ses lèvres bleues. Il fallait que je trouve de l'aide. Vite. J'ai marché toute la matinée. Je ne savais pas où j'étais. Tout se ressemblait. Des arbres, des collines, des chemins boueux. Puis, j'ai vu de la fumée. Une cheminée, une ferme. J'ai hésité. Et si c'était des collaborateurs? Et s'ils me livraient aux Allemands? Mais Théo avait besoin de chaleur, de nourriture. Je n'avais pas le choix. Je me suis approché lentement. C'était une petite ferme en pierre, un poulailler, un potager. Une vieille femme était dehors, nourrissant les poules. Elle m'a vu, elle s'est figée. Je me suis avancé, les mains levées. « S'il vous plaît », j'ai dit. Ma voix était rauque, cassée. « S'il vous plaît, aidez-nous ». Elle a regardé Théo, puis moi. Elle a vu ma robe déchirée, mes pieds nus et ensanglantés, mon visage émacié, et elle a compris. « Entrez », elle a dit simplement. Elle s'appelait Madeleine Giroux, 65 ans. Veuve. Son mari était mort en 1940, au début de la guerre. Son fils avait rejoint la résistance et elle ne savait pas s'il était encore vivant. Elle vivait seule depuis 3 ans et elle haïssait les Allemands plus que n'importe qui que j'ai jamais rencontré. Elle m'a installé près du feu, m'a donné des vêtements secs, un bol de soupe chaude. Elle a examiné Théo. « Il va bien », elle a dit, « juste froid et affamé, comme toi. » J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment pleuré. Madeleine ne m'a pas posé de questions. Elle a juste posé sa main sur mon épaule et a dit « Tu es en sécurité maintenant. » J'ai dormi, profondément. Pour la première fois depuis des mois. Quand je me suis réveillée, il faisait nuit. Théo dormait à côté de moi, enveloppé dans une couverture propre. Madeleine était assise près du feu, tricotant. « Ils sont venus », elle a dit sans lever les yeux. « Les Allemands. Cet après-midi. Ils cherchaient une jeune femme avec un bébé. Je leur ai dit que je n'avais rien vu. Ils ont fouillé la grange. Mais pas la maison. Ils sont partis. Mon sang s'est glacé. Ils vont revenir? Peut-être. Mais pas ce soir. Et demain, tu seras parti. Où? Il y a un réseau. La résistance. Ils font passer des gens vers les zones libérées. Je vais te mettre en contact avec eux. Mais tu devras marcher encore. Peut-être plusieurs jours. J'ai hoché la tête. Je peux le faire. Elle m'a finalement regardée. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma petite? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Les mots n'existaient pas. Elle a compris. Elle est revenue à son tricot.
Un jour, cette guerre finira, et tu devras continuer à vivre. Ça ne sera pas facile, mais tu le feras, pour lui. » Elle a montré Théo du menton. Elle avait raison, je le ferai pour lui. 2 jours plus tard, Madeleine m'a conduite à un point de rendez-vous. Un homme l'attendait. Jean. 30 d'années. Maigre. Nerveux. Résistant. Il m'a guidé à travers des chemins secrets, des forêts, des tunnels. Nous avons voyagé seulement la nuit. Nous nous cachions le jour. Il y avait d'autres fugitifs avec nous. Des juifs, des prisonniers politiques, des déserteurs. Nous formions un groupe étrange, silencieux, tous liés par la même peur et le même espoir. Une nuit, nous avons entendu des tirs. Des soldats allemands patrouillaient la zone. Jean nous a fait coucher dans un fossé. Nous sommes restés immobiles pendant des heures, la boue jusqu'au cou, retenant nos respirations. Théo a commencé à pleurer. J'ai couvert sa bouche avec ma main, terrifié. Les pas se sont rapprochés, puis éloignés. Nous avons survécu, encore une fois. Après 9 jours de marche, nous avons atteint une zone libérée par les Américains. Des soldats en uniforme kaki, des drapeaux français, des gens qui pleuraient de joie dans les rues. La guerre n'était pas finie, mais ici, pour le moment, elle était loin. Jean m'a emmené dans un centre d'accueil pour réfugiés. Des femmes de la Croix-Rouge m'ont enregistré, m'ont donné des papiers temporaires, m'ont posé des questions sur ma famille, sur où je voulais aller. Tulle, j'ai dit. Je veux rentrer à Tulle. Mais quand je suis revenue, 3 semaines plus tard, il ne restait rien de ma vie d'avant. Ma maison avait été bombardée, mes parents avaient été déportés. Henri avait été pendu par les Allemands le lendemain de mon enlèvement, en représailles. Pour avoir résisté, j'ai appris tout ça d'un voisin qui avait survécu. Il me l'a dit avec des yeux tristes, comme s'il s'excusait de m'annoncer que ma vie était morte en même temps que les gens que j'aimais. J'ai tenu Théo contre moi et j'ai regardé les ruines de ma maison. Il ne restait rien. Pas de photos, pas de souvenirs, pas de berceaux en chêne. Juste des pierres et de la cendre. Je suis restée là longtemps. Puis, j'ai tourné le dos. Et j'ai commencé à marcher. Les années après la guerre ont été floues. Je me souviens de certaines choses avec clarté brutale. Le poids de Théo dans mes bras, ses premiers pas, ses premiers mots. Mais le reste, c'est comme si quelqu'un avait effacé des morceaux de ma mémoire. Peut-être que c'est ce que fait le trauma. Il garde ce qui compte et jette le reste. Je me suis installée à Lyon, une ville assez grande pour disparaître, assez anonyme pour recommencer. J'ai trouvé du travail dans une usine textile. Je cousais des boutons sur des manteaux, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Je gagnais assez pour louer une chambre minuscule, un lit, une table, un réchaud. C'était suffisant. Théo grandissait. Il était un enfant calme, trop calme parfois, comme s'il sentait qu'il devait être silencieux pour que nous restions en sécurité. Je lui chantais les mêmes berceuses que ma mère me chantait. Je lui racontais des histoires sur son père, Henri le menuisier, Henri le courageux, Henri qui nous aimait plus que tout. Je ne lui ai jamais dit la vérité sur sa naissance. Jamais dit où il était né. Jamais dit ce que j'avais vécu pendant que je le portais. Comment pouvais-je? Comment expliquer à un enfant que son premier souffle avait été pris dans un enfer? Les autres femmes de l'usine me posèrent des questions. Où est ton mari? Pourquoi tu ne portes pas d'alliance? Le père de Théo, il est mort à la guerre. Je répondais oui. C'était plus simple, moins de questions, moins de regards. Mais la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, certaine d'entendre des bottes dans le couloir. Certaine que Richter était là, qu'il venait me reprendre. Je me levais, je vérifiais la porte, je regardais Théo dormir, et je me répétais « C'est fini, tu es libre. Il ne peut plus te toucher. » Mais même libre, j'étais encore prisonnière. Prisonnière de ma propre mémoire. En 1952, j'ai rencontré un homme, Marcel, ouvrier dans la même usine, gentil, patient. Il m'a invité à prendre un café. J'ai refusé. Il a insisté, doucement, sans pression. Finalement, j'ai accepté. Nous avons parlé, de tout et de rien. Il m'a raconté sa vie. Il avait perdu sa femme pendant la guerre. Une bombe. Il élevait sa fille seule. Il comprenait ce que c'était de reconstruire sur des ruines. Nous sommes devenus amis.
puis plus. Il m'a demandé en mariage en 1954. J'ai dit oui. Pas par amour, pas au début, mais parce qu'il offrait quelque chose que je n'avais plus. La sécurité. Il a adopté Théo. Lui a donné son nom. Est devenu le père que mon fils n'avait jamais eu. Et petit à petit, quelque chose en moi s'est adouci. Pas guéri, jamais guéri, mais adouci. Marcel ne m'a jamais posé de questions sur la guerre. Il savait que j'avais des cicatrices. Il les voyait, les physiques et les autres. Mais il ne forçait rien. Il attendait. Et parfois, tard le soir, je lui racontais des morceaux. Jamais tout. Jamais les détails. Mais assez pour qu'il comprenne pourquoi je me réveillais en criant. Pourquoi je ne supportais pas qu'on me touche certains jours. Pourquoi je vérifiais obsessionnellement les serrures des portes. Il écoutait. Il ne jugeait pas. Il tenait ma main. Et c'était suffisant. Théo a grandi en homme bien, intelligent, gentil, travailleur. Il est devenu professeur. Il s'est marié. Il m'a donné 3 petits-enfants. Et chaque fois que je les regardais, je pensais « Tu as gagné, Victoire. Tu as survécu. Et tu as créé quelque chose de beau, malgré tout. » Mais je portais toujours le secret, comme un poids invisible. Théo ne savait pas. Marcel ne savait pas vraiment. Personne ne savait. Pendant des décennies, j'ai pensé que je l'emporterais dans ma tombe, que c'était mieux ainsi, que certaines choses ne devaient pas être dites. Puis en 2004, j'ai vu un documentaire à la télévision, sur les camps de travail français pendant la guerre, sur les femmes qui avaient été enlevées, violées, forcées de porter les enfants de leurs bourreaux. Et pour la première fois, j'ai entendu d'autres voix, d'autres femmes qui racontaient ce que j'avais vécu. Elles étaient vieilles, comme moi, leur visage marqué par le temps et la douleur. Mais elles parlaient, elles témoignaient, et j'ai compris que je devais le faire aussi. J'ai contacté les réalisateurs du documentaire. Je leur ai dit que j'avais une histoire, qu'elle méritait d'être entendue. Ils sont venus chez moi, ont installé une caméra, un micro, et m'ont demandé de parler. J'avais 81 ans. Marcel était mort 3 ans plus tôt. Théo était adulte, avec sa propre vie. Je n'avais plus rien à protéger, plus rien à perdre. Alors j'ai parlé, j'ai tout raconté. Le camp, Richter, les viols, l'accouchement, la fuite, tout. Ça a pris des heures. Je pleurais parfois. Je m'arrêtais, je reprenais. Les réalisateurs ne m'ont pas interrompu. Ils ont juste enregistré. Quand j'ai fini, l'un d'eux m'a demandé « Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Puis j'ai dit « Parce que pendant 60 ans, j'ai eu honte. Honte de ce qui m'était arrivé. Comme si c'était ma faute. Comme si j'aurais dû faire quelque chose de différent. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas ma honte. C'était la leur. Et je refuse de mourir en la portant. » Le documentaire est sorti en 2005. Ma partie a duré 15 minutes. 15 minutes sur 60 ans de silence. Les réactions ont été intenses. Certaines personnes m'ont écrit pour me remercier, pour me dire que mon témoignage les avait aidés à comprendre quelque chose dans leur propre vie. D'autres m'ont accusé de mentir, de chercher l'attention, de salir la mémoire de la guerre. Théo a regardé le documentaire. Il m'a appelé après. Il pleurait. « Maman, il a dit, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Parce que je ne voulais pas que tu te sentes marqué par ça. Je voulais que tu vives sans porter ce poids. Mais ce n'est pas un poids, maman, c'est ta force. Tu as survécu, tu m'as protégé, tu as construit une vie malgré tout. » Ces mots m'ont brisé et guéri en même temps. J'ai vécu 8 ans après ce documentaire. 8 années pendant lesquelles j'ai reçu des lettres, des appels, des invitations à témoigner dans des écoles. Je l'ai fait quand je pouvais, parce que je pensais que les jeunes devaient savoir, devaient comprendre que la guerre ne se résume pas aux batailles et aux traités, qu'elle se joue aussi dans les corps des femmes, dans les ventres des mères, dans les silences qui durent des décennies. En 2013, je suis tombée malade. Cancer. Les médecins m'ont dit que je n'avais que quelques mois. J'ai refusé les traitements. J'avais 90 ans. J'avais vécu assez longtemps. Théo est venu me voir tous les jours. Il me lisait des livres, me parlait de ses petits-enfants, me tenait la main. Un après-midi, il m'a demandé « Maman, tu as des regrets ?»
J'ai réfléchi, longtemps, puis j'ai dit « un seul ». Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas avoir dit aux autres femmes qui ont vécu la même chose qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles n'avaient pas à porter la honte, que la survie en elle-même était un acte de résistance. Je suis morte le 7 novembre 2013, chez moi, entourée de ma famille. Théo tenait ma main, sa fille lisait des poèmes. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis 1944, je n'avais plus peur. Aujourd'hui, si vous avez écouté cette histoire jusqu'au bout, vous êtes témoin. Vous portez maintenant une partie de ma mémoire. Et peut-être que c'est tout ce que je peux demander, que quelqu'un se souvienne, que quelqu'un sache ce qui s'est passé. Pas pour me plaindre, pas pour demander pitié, mais pour dire la vérité. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, mérite toujours d'être dite. Je m'appelais Victoire Delacroix. J'ai survécu à la guerre, j'ai survécu à mes bourreaux. Et même maintenant, des années après ma mort, ma voix existe encore. Voilà ma victoire finale. Cette voix que vous venez d'entendre n'existe plus. Victoire Delacroix est morte en 2013, emportant avec elle les cicatrices d'une guerre qui ne s'est jamais vraiment terminée dans son corps. Mais son témoignage, lui, reste vivant. Chaque mot prononcé était un acte de courage. Chaque détail partagé était une victoire contre le silence qui étouffe encore des milliers de femmes dans le monde. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, ne la laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous à cette chaîne. Parce que ces récits ne doivent jamais être oubliés. Parce que la mémoire collective se construit à travers ceux qui acceptent de porter le poids de la vérité. En vous abonnant, vous devenez gardien de ces voix. Vous dites aux survivantes que leur douleur n'était pas invisible, que leur survie comptait, que 60 ans de silence n'ont pas été vains. Laissez un commentaire. Dites d'où vous écoutez cette histoire. Que vous soyez à Paris, Montréal, Dakar ou Tokyo, votre présence compte. Chaque commentaire est une preuve que Victoire n'a pas parlé dans le vide, que son fils Théo n'a pas grandi dans la honte, que les 17 femmes emmenées cette nuit de mars 1944 ne sont pas mortes sans témoin. Écrivez simplement votre ville, ou un mot, ou une pensée, n'importe quoi qui dit « j'ai écouté, je me souviens ». Et si vous connaissez quelqu'un qui porte un secret similaire, quelqu'un qui n'a jamais osé parler, partagez cette histoire avec elle. Parce que parfois, entendre la voix d'une autre survivante est ce qui libère la nôtre. La guerre n'est pas seulement dans les livres d'histoire. Elle vit dans les corps des femmes qui ont survécu, dans les silences des familles, dans les questions jamais posées. Victoire a brisé son silence à 81 ans. Combien de femmes attendent encore pensant qu'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard pour la vérité.